Dans le sommaire, crise au sein des institutions provinciales dans le Sud Kivu, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur s'impose. Peter Kazadi a suspendu vendredi les activités de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale s'était donc divisée en deux tendances lors de la récente séance plénière avec des communiqués et des décisions opposées. Et nous irons à Lubumbashi où Monseigneur Fulgence Muteba a revu à la hausse le bilan de l'attaque de Kilobelobe sans tomber dans la polémique. L'archevêque de Lubumbashi a prié pour les âmes de 45 jeunes de l'UNAFEC décédés dans des circonstances non encore élucidées. Et dans le monde, en Afrique précisément, Khartoum encore sous des crépitements des balles, des combats ont lieu dans des sites stratégiques et opposent l'armée régulière du général Al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 à la une. C'est une mesure censée remettre de l'ordre et prévenir tout trouble dans la province. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a suspendu les activités de l'Assemblée provinciale après la division enregistrée en son sein cette semaine. En effet, l'organe législatif provincial est disloqué. Deux bureaux ont en effet tenu des plénières séparément et ont pris des décisions divergentes. Peter Kazadi a par ailleurs convoqué les membres et bureaux à Kinshasa pour des consultations. Et justement, je le disais, l'Assemblée provinciale du Sud Kivu était divisée en deux camps. Si le premier a voté contre la motion de censure, l'autre par contre avait voté pour la mise en accusation du gouverneur Théo Ngouabidje. Ces votes étaient intervenus au terme de la plénière délocalisée dans un hôtel de la ville de Bukavu. Retour sur cette mise en accusation avec Grace Salambo. Les députés provinciaux du Sud Kivu ne décolèrent pas. Le gouvernement provincial est réputé démissionnaire après l'adoption d'une mise en accusation lors de la plénière de l'Assemblée provinciale délocalisée à l'hôtel Ruzizi. La mise en accusation du gouverneur Théo Ngouabidje Kassi a été décidée pour plusieurs faits infractionnels, notamment spoliation des immeubles et terrains de l'État et détournement présumé des engins roulants et non roulants. La mise en accusation de M. Théo Ngouabidje Kassi, gouverneur des provinces. La conséquence de par le règlement intérieur, à son article 203, alinéa 3, dispose qu'en cas de mise en accusation, le gouverneur des provinces dépose sa démission. C'est-à-dire le gouvernement provincial devient démissionnaire d'office. Et cela conformément également à la loi électorale, à son article 160. Vous avez suivi. L'autre point inscrit à l'ordre du jour de cette plénière, c'est les pétitions contre 4 membres du bureau définitif de cet organe délibérant. 3 membres présents à la plénière ont présenté leurs moyens de défense et ont été reconduits à leurs postes respectifs de vice-président, rapporteur et rapporteur adjoint après vote. La quaesteur qui était absente à cette plénière et qui par conséquent n'a pas présenté ses moyens de défense n'a pas été reconduite à son poste. Et au Kasaï oriental, le directeur général du bureau central de coordination qui séjourne à Mujimai a visité ce samedi les infrastructures en construction dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Jean Mabi, qu'accompagne Jean-Marie Kassamba, DG de l'Espace 50, était à Miabi et à Lupatapa où il s'est rendu compte de l'évolution des écoles et centres de santé. Ce samedi 15 avril, les centres de santé de Chibombo et les bâtiments administratifs du territoire de Lupatapata en construction ont été les premiers ouvrages à recevoir la visite du DG du Bureau central de coordination, Jean Mabi, qui séjourne au Kasaï oriental pour faire le suivi des travaux exécutés par les BSECO dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, et c'est en présence de Jean-Marie Kassamba, directeur général de Télé 50, invité pour visibiliser ces ouvrages d'intérêt public à la grande satisfaction des notables du coin. Je tiens à dire merci au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un coup de chapeau à son gouvernement, ainsi qu'au DG de SECO, Jean Mabi, parce que c'est jamais vu, c'est la première fois que notre secteur de Moulenda, dans les territoires de Patapata, province du Kasaï oriental, puisse accueillir un ouvrage pareil moderne
Toujours en territoire de l'Opatapata, Jean Mabi s'est aussi rendu sur les chantiers des écoles primaires Nzevu et Chilanda avant de visiter en territoire de Miabi les centres de santé Chibouyi. Partout où la délégation du BSECO est passée, c'est une population en liesse qui dit connaître une réalité jamais vécue depuis la nuit des temps. Nous remercions le chef de l'État pour les programmes de développement local de 145 territoires. Nous n'avions pas espoir de voir ces programmes ici chez nous, mais aujourd'hui c'est une réalité palpable et nous en sommes très contents et nous remercions le chef de l'État pour cela. La livraison de toutes ces infrastructures est fixée au plus tard fin mai, hormis les bâtiments administratifs de l'Opatapata dont les travaux courent encore sur 3 mois. Et il est sous le feu des projecteurs depuis ce week-end. L'archevêque métropolitain de Lubumbashi s'est prononcé de manière pieuse et sans polémique sur le meurtre des jeunes de l'UNAFEC retrouvés morts à Kilobe-Lobe. Pour Monseigneur Fulgence Mouteba, je cite, « Ce qui s'est passé n'est pas à minimiser, encore moins à masquer. On aurait tort de le banaliser comme si la vie des jeunes trépassés ne comptait pas. » L'archevêque a publié par ailleurs la liste des personnes décédées. Elles sont au total au nombre de 45 personnes. Les prélats catholiques qui, après son entretien avec les membres de l'opposition présents à Lubumbashi et sur le devant de la scène, Monseigneur Fulgence s'est aussi opposé à la loi Tchani. Les agents présélectionnés destinés à devenir les OPJ de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé sont arrivés en fin de formation. Miguel Katem Kachal s'est rassuré personnellement de la qualité de la formation leur donnée. C'est le dernier jour de la formation consacrée aux officiers de police judiciaire de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC. Pendant près de 2 semaines, ils ont passé des journées entières à l'école du savoir. Les techniques et procédés judiciaires ainsi que les méthodologies d'enquête sont entre autres les matières qui leur ont été dispensées palier par palier par des formateurs attitrés et agréés afin de leur permettre d'être à la hauteur de la grande opération de contrôle qui les attend, l'un de ces 4. Les dossiers s'interrogent au cas par cas. Tous les cas ne sont pas les mêmes. Si un OPJ tombe dans la routine. Pendant ce temps, l'invité surprise arrive. Il s'agit du directeur général de la RSP, l'honorable Miguel Katem Kachal. Tel un capitaine qui porte à bras-le-corps la charge de l'amélioration du secteur de la sous-traitance dans le pays, il est venu armer moralement ses troupes et leur communiquer les orientations du président de la République reçues auprès de celui-ci, il y a de cela quelques jours. La nation attend beaucoup de vous et le chef de l'État attend beaucoup de la RSP. On va investir en vous, c'est bien, mais aussi nous serons très rigoureux parce que ceux qui engagent l'image de la société au travers des tierces, c'est vous, les OPJ. Quand je parle, vous engagez l'image de la société, ça veut dire que c'est le contrôle que vous allez commencer à effectuer au travers des autres sociétés. Faire appliquer la loi qui régit la sous-traitance en RDC, le numéro 1 de la RSP, y tient à tout prix. Ressources naturelles de la RDC face aux enjeux de l'exploitation verte, de la transition énergétique et de sa croissance économique. C'est ce sous-thème qui a été exploité lors d'une conférence scientifique à la faculté des sciences de l'UNIKIN, une activité du club Géosciences à laquelle a pris part l'inspection générale des finances. La faculté des sciences de l'université de Kinshasa, à travers le club Géosciences, a organisé le forum sur les ressources naturelles de la RDC. Objectif, mettre à la disposition des étudiants des informations utiles pour une meilleure appropriation des enjeux de l'exploitation verte de la transition énergétique. Ces candidats à la recherche scientifique ont aussi été édifiés sur la croissance économique voulue en République démocratique du Congo. Plusieurs panélistes ont été mis à contribution dont l'inspection générale de finances. L'inspecteur général de finances, chef de brigade des entreprises publiques, Gabriel Kabanangui, représentant du chef de service, Jules Lingueté, a brillamment entretenu l'auditoire à cette 7e édition du forum Géosciences. L'orateur a planché sur la contribution de l'IGF dans la gouvernance et la mobilisation de recettes dans les secteurs miniers. Nous avons démontré comment nous jouons ce rôle à travers nos interventions et nous encadrons
les régies et les différentes administrations pour que nous puissions atteindre les objectifs. Conscient de la matière abordée, lors de cette conférence, les coordonnateurs du club Géosciences, Gédéon Moké, estiment qu'il est important d'être renseigné sur l'épineuses question de ressources naturelles de la RDC afin d'y trouver des solutions durables. Donc la question pour nous, c'était d'écouter les décideurs politiques, les experts en la matière qui puissent nous répondre. Si l'exploitation des minéraux stratégiques dans le pays, le président dit RDC Pays Solution va aider à l'émergence de la RDC ou va de plus en plus plonger le pays dans les chaos. Ces assises, étendues en 2 jours, soit du 13 au 14 avril, ont reçu également comme panélistes le Service national de géologie, la présidence de la République, l'ITIE, pour ne citer que cela. Et le directeur général adjoint de l'Agence congolaise des grands travaux a visité le centre culturel que construit la Chine à Kinshasa. Localisé en face du Palais du Peuple, ce centre culturel sera le plus grand d'Afrique centrale. Impressionnant et réalisé à un bon rythme, ce sont les premiers mots du directeur général adjoint de l'Agence congolaise de grands travaux après sa visite au site des travaux de construction du Centre culturel et artistique du Congo. Bâti sur une surface de 37 000 m², le Centre culturel et artistique du Congo est une méga infrastructure moderne qui sort des terres sur l'espace situé en face du Palais du Peuple à Kinshasa dans la commune de Kasavubu. Il sera le plus grand centre culturel de toute l'Afrique centrale. Tous les grosses œuvres sont complètement réalisées, ce qui porte le taux d'exécution de ces projets à 80%. Le complexe culturel et artistique comprend un grand amphithéâtre de production avec une capacité totale de 3000 places, réparties en 2 salles distinctes, des bâtiments connexes, les bâtiments administratifs ainsi que les auditoires de l'Institut national des arts, en plus du lieu d'hébergement des professeurs. Pour un coût avoisinant les 80 millions de dollars américains, financés par le gouvernement de la Chine, les travaux lancés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2019, se poursuivent normalement selon les calendriers publiés par l'entreprise. L'inauguration est prévue le 27 décembre 2023 et après un mois d'observation, le transfert de l'ensemble à la RDC, clé en main, est prévu pour le 27 janvier 2024. Le plus haut lieu d'expression de la culture, voilà ce que la Chine a décidé d'offrir à la RDC pour souligner le parfait état des relations entre les deux pays, a fait savoir le directeur général adjoint de la CGT, M. Chris Deng, directeur général de Beijing Urban Construction Group pour l'Afrique du Nord et de l'Ouest, lors d'une présentation du projet qui a vécu dans la salle de la réunion de l'entreprise. Aux côtés du DGA de la CGT, s'est trouvé quelques collaborateurs dont ceux s'occupant de projets financés et réalisés dans le cadre du programme sino-congolais. À noter que Beijing Urban Construction Group, qui a fait ses preuves de par le monde et qui se sont intéressés par plus de projets en RDC, pourrait être un atout pour la suite du programme sino-congolais dans sa prochaine configuration. Et le directeur général de l'agence de la zone économique spéciale a visité vendredi le site pilote de Maluku. Il était question pour Ogi Bolanda d'inspecter les travaux en cours sur les sites. C'était à l'occasion de la célébration des 8 ans de la création de l'agence des zones économiques spéciales au Congo que le directeur général de cette agence, Ogi Bolanda, a effectué une descente à Maluku où un site de l'ASES est en construction. Sur place, le DG de l'ASES a palpé du doigt les fruits du travail abattu par l'agence qui a comme réalisation des bâtiments qui poussent de la terre dans un milieu qui était vide, comme en témoignent ces images. Ce projet de Maluku abritera dans l'année qui vient plus de 15 entreprises, de quoi fournir un total de 7500 emplois aux Congolais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en venant à Maluku, la zone de Maluku, ce n'est plus un rêve. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui s'installent et il y a des travaux de viabilisation qui sont en cours. Et bientôt, cette usine sera lancée pour que, je crois, vers le mois de juin-juillet, les premiers carreaux sortiront d'ici. Donc c'est pour dire que la vision du chef de l'État, telle qu'elle est mise en œuvre au niveau du gouvernement, est en train d'être bien suivie aussi au niveau de l'agence des zones économiques spéciales. Excepté la zone pilote de Maluku, la zone spéciale économique a un autre projet au niveau de la commune de Lantélé sur un site de plus de 500 hectares où sera construit des logements modernes. Ce projet va au-delà de la ville-province de Kinshasa et a déjà commencé dans d'autres provinces comme les Lualaba, les Haut-Katanga et tant d'autres.
Et la ville de Kinshasa a officiellement rendu opérationnels les titres sécurisés et digitalisés dans le secteur du tourisme. Désormais, la gestion de services administratifs et la délivrance des actes et autres documents du tourisme de la capitale sont protégés à travers ce partenariat qui est lancé entre le ministère provincial et la firme Afrique Digital. Pour rendre viable et fiable la procédure de délivrance des titres des opérateurs économiques du secteur du tourisme dans la ville-province de Kinshasa, le ministre provincial du tourisme, Marcel Mokili, vient de procéder au lancement de la production des titres sécurisés et digitalisés des actes de tourisme. Aujourd'hui, c'est un immense honneur pour la mise en place d'une plateforme digitale dédiée à la gestion des services administratifs et la délivrance des actes d'état civil, la population et autres documents de la ville de Kinshasa. Une première dans ce secteur au niveau de l'administration urbaine de Kinshasa, et cette démarche va exclure du circuit fonctionnel du ministère provincial du tourisme les faux documents brandis par certains opérateurs économiques du secteur du tourisme. Nous permettront à toutes les deux parties de travailler dans un climat serein. Ces imprimés de valeur permettront également aux partenaires d'être à l'abri des documents falsifiés, ramassés et surtout des tracasseries de toutes sortes. Liant la parole à l'acte, le ministre provincial du tourisme a procédé à la remise symbolique des titres à quelques opérateurs économiques présents à cette cérémonie. Pour la production, la sécurisation et l'authentification et la digitalisation de tous les documents de la ville-province de Kinshasa. Ce geste augure un avenir meilleur pour la collecte des recettes attendues dans ce secteur. Notons que cette stratégie a été mise en place grâce à un partenariat public-privé symbolisé par l'implication de la PME Afrique Digital. Et parlons à présent de la commune de Kinshasa. À Kinshasa, le bourgmestre bienvenu Mbalibi Fama a présenté le bilan de ses 100 jours à la tête de la municipalité. C'était lors d'une activité dénommée Grand Plateau qu'il a organisée ce samedi en présence des professionnels des médias. Héritier Tambois était sur place. À tout seigneur, tout honneur dit-on, bienvenue Mbalibi Fama, bourgmestre de la commune de Kinshasa, n'a pas dérogé à la règle des reconnaissances. Il a en amont de son allocution en cette occasion rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, pour la confiance placée en lui. Il n'est pas question de faire un quelconque bilan. Le bilan, on peut le faire à la fin de l'exercice. Nous sommes obligés de rendre compte de ce que nous avons pu faire depuis que nous sommes là. C'est ainsi que nous nous posons 3 petites questions. D'où nous venons, où sommes-nous et où allons-nous? Dans son speech, bienvenu Mbalibi a, en présence de son adjoint Prince Lekola et Soko, axé sa gestion des 100 jours à la tête de la commune de Kinshasa en 2 principaux aspects: lutter contre l'insalubrité et insécurité. Le bourgmestre bienvenu Mbalibi a rappelé à l'Assemblée les efforts consentis par son équipe pour l'assainissement notamment des marchés Zigida, Kato et Tipka, procédant aux évacuations des immondices qu'il qualifiait de grandes montagnes qui étaient érigées à ces lieux des négoces. Depuis la prise de ses fonctions au poste du bourgmestre de cette commune, ce dernier ne cesse de conjuguer les efforts pour aussi lutter contre l'insécurité urbaine orchestrée par les bandits communément appelés Kuluna. La lutte des autorités de la commune de Kinshasa, à en croire bienvenu Mbalibi, c'est faire face aux mauvaises pratiques d'anti-valeurs dont les chefs de la population de sa municipalité, dite commune mère de la ville de Kinshasa. Signalons que le numéro 1 de cette municipalité a lancé la brigade d'assainissement de sa commune dans le but de sensibiliser la population sur l'assainissement, aussi constater les infractions puis déférer les victimes à acquis des droits, car gérer autrement est sa vision. Et Kinshasa, la capitale de la RDC, n'est pas qu'une ville administrative, elle est également une ville agricole avec plusieurs milliers d'hectares de terres arables. 27 hectares de ces terres servent à la production du café Made in Kinshasa, œuvre de Tissia Mukuna, une entrepreneuse dans le domaine agricole. Elle vient justement de lancer sur le marché quinois une dizaine de chariots servant du café au quinois. La quinoise lance le projet Un chariot, un boulot. Soucieuse de la création de nouveaux emplois pour les femmes et les jeunes en général, la fondatrice et productrice de café La Quinoise, Tissia Mukuna, PDG de la boîte, lance le projet Un chariot, un boulot. Je suis Tissia Mukuna, la fondatrice et directrice de la marque de café La Quinoise.
La quinoise, pourquoi? Parce que c'est le seul café qui est cultivé à Kinshasa, dans les hauteurs de Mongafula, où j'ai 20 hectares de café. Nous lançons 10 chariots pour la première cohorte. 10 chariots qui vont parcourir la ville dans différents points et vous allez voir leur professionnalisme. Sûrement aussi, on va vous proposer ce bon café. Puis, après une période d'observation de l'activité, soit 3 mois, nous allons lancer 20 chariots par mois. L'idée, l'objectif, c'est de faire 150 chariots d'ici décembre 2023. 150 chariots, c'est 195 emplois créés directs. Et on est sur une économie circulaire, car les chariots sont faits made in Congo. Après un long moment des formations et mise en niveau sur les techniques commerciales, la gestion et l'hygiène de ces nouveaux entrepreneurs, ces vendeurs ambulants appelés chefs café, sont lancés sur terrain depuis ce lundi 3 avril. C'est un projet social de réinsertion qui vise à créer plus de 150 emplois directs et encore plus indirectement pour la promotion du premier café cultivé et produit à Kinshasa. Un chariot, un boulot à 4 objectifs. Lutter contre les chômages des femmes et des jeunes, promouvoir l'auto-entrepreneuriat, former une main-d'œuvre qualifiante, mettre en avant le Made in Congo au travers de la marque La Quinoise. Et la Chambre de commerce, d'industrie et de services CCIS RDC en sigle a été lancée officiellement vendredi au cours d'une soirée organisée à l'hôtel Kin Plaza by Rotana à Kinshasa, dirigée par Jean-Robert Issoufoua. Cette association des hommes d'affaires a pour objectif de créer une dynamique économique et renforcer la capacité de travailler. En présence de plusieurs personnalités du monde des affaires, la Chambre des commerces, d'industrie et des services de la RDC voit officiellement le jour au cours de cette cérémonie de grande envergure. Son président Jean-Robert Issoufoua dit créer avec d'autres administrateurs une chambre multilatérale ouverte sur le monde avec plusieurs spécificités dans l'objectif de faire autrement les choses avec un nouveau concept et modèle de fonctionnement. La Chambre de commerce, d'industrie et de services n'est pas une chambre qui est réduite seulement aux Congolais. Ne collabore ou n'appartient, n'interagit qu'avec les Congolais. Non, nous travaillons avec toutes les sociétés, quel que soit leur pays d'origine. Tout opérateur économique, sans tenir compte de ses origines, de sa langue, d'où il vient, peut adhérer dans notre chambre de commerce et d'industrie. Nous sommes là pour conjuguer nos efforts, nous soutenir de réaliser des grands projets. Et de préciser que la CCIS-RDC va notamment aider les petits commerçants à grandir dans leurs activités. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades. La Chambre dit la même chose. Nous ne sommes pas venus pour les bien portants. Nous sommes venus pour les structures qui ont des difficultés, qui sont des micro-entreprises, micro-entrepreneurs, mais qui sont des personnes sages, des personnes honnêtes, qui ont des responsabilités, souvent des mamans. Tous unis et solidaires pour le bien commun et la transmission, telle est la devise de cette chambre. La CCIS-RDC, qui est une association à caractère économique, industriel et social, aura également une politique de proximité avec les institutions du pays, particulièrement avec les législateurs, pour les avancées de certaines lois. Et dans la province du Tanganyika, le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma s'en va en guerre à Kalemi contre la spoliation des espaces publics d'intérêt communautaire. Elle a effectué une descente sur le terrain sur plusieurs sites violant les emprises publiques. Dans les soucis de protéger les concessions destinées à abriter les bâtisses des institutions et établissements publics de l'État contre toute forme de spoliation. Julie Ngungwa Mwayuma, gouverneur de la province du Tanganyika, s'est personnellement rendu ce samedi 15 avril 2023 sur la concession de l'université de Kalemi qui est sous une menace de spoliation par des particuliers. Après ce message demandant aux personnes mal intentionnées de ne pas toucher à un seul centimètre de la concession de l'UNICAL et de déguerpir, l'autorité provinciale a finalement ordonné la démolition de toutes les constructions érigées sur la concession de l'UNICAL. Et a assisté à l'effectivité de la démolition. L'autorité provinciale a saisi l'occasion pour sensibiliser la population de sa juridiction de ne pas se procurer des lopins de terre dans des concessions sans contacter les services du domaine foncier.
Je pense que l'autre fois, on était descendu sur le terrain, on avait promis aux propriétaires de ces maisons qu'on passera pour le menu. Ces gestes du gouverneur Julie Ngongo Mayuma qui relaient la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été chaleureusement salué par les recteurs de l'université de Kalemi. Laissez-moi saluer le sens de responsabilité, le sens de patriotisme de Madame la gouverneure et de tous les membres du Conseil de sécurité qui se sont déplacés aujourd'hui, et cela démontre. Très satisfait de ces gestes, les étudiants avec sourire aux lèvres n'ont pas caché leur sentiment de satisfaction et ont exprimé leur soutien indéfectible à la politique du chef de l'État, tel qu'est relayé en province par les gouverneurs Julie Ngongo Mayuma. Et la société minière Alpha Mine Bizier Mining, œuvrant dans le territoire de Walikale au Nord Kivu, continue de remplir ses devoirs civiques selon son cahier des charges de 2021. Le mardi 11 avril dernier, elle a inauguré 2 écoles dans son rayon d'action. Il s'agit de l'école primaire Moubi 50 et celle de Bianda, construite et équipée par cette société minière. C'est l'administrateur du territoire de Walikale qui a personnellement reçu les clés de ces bâtiments construits pour l'école primaire Moubi 50 dans le groupement Utunda et de l'EPE Obianda dans le groupement Wassa secteur de Wanyanga. Le commissaire supérieur principal Ado Kasongo a salué cette réalisation qui est un besoin réel qui vient d'être répondu. Monsieur le directeur général de la société ADEN, je voudrais profiter par cette occasion pour vous exprimer notre gratitude pour ces pas que vous venez d'emboîter, car la construction de ces 2 bijoux répondant aux normes de l'EPST vont contribuer à la qualité de l'enseignement de nos enfants. Les anciens bâtiments de fortune sont ainsi abandonnés et les élèves trouveront un cadre idéal à la rentrée des vacances de Pâques. John Robertson, directeur général de Alpha Mine Bizier Mining, a appelé à une bonne gestion de ces infrastructures. Je suis très heureux parce que j'ai vu ici il n'y a pas grand-chose pour un niveau d'éducation avant. Je vous encourage de garder bien l'école et enlever les enfants. La joie des parents d'élèves, celle des chefs coutumiers et des autorités locales, bref, celle des filles et fils de Walikale, a été grande à la réception de ces bâtiments. Notons que la société Alpha Mine est à la livraison de la 6e école sur les 9 qu'elle est appelée à construire pour ces communautés riveraines dans le cadre des responsabilités sociales selon son cahier des charges actuel. Et on se sépare au Soudan. Les combats ont éclaté ce samedi, notamment à Khartoum, entre les forces paramilitaires de soutien rapide, FSR, du général Mohamed Hamdan Daglo et l'armée dirigée par Abdel al-Bourhan. Le groupe paramilitaire affirme tenir le palais présidentiel et l'aéroport de la capitale. Un premier bilan fait état de 3 morts. Khartoum est en proie à un nouvel affrontement violent. La guerre est déclarée entre les 2 armées du Soudan. Les combats se poursuivent à travers la capitale, autour des bâtiments de la télévision publique. Les paramilitaires des forces de soutien rapide ont revendiqué le contrôle de l'armée de Khartoum et les palais présidentiels. Quelques minutes plus tard, l'armée régulière a envoyé ses avions de combat mener des frappes aériennes, revendiquant avoir détruit des bases et des positions tenues par les forces du général Emeti. Des combats ont également eu lieu au nord du pays, autour de la base militaire de Meroé. Il y a des craintes que les conflits se répandent autour de Darfour, où l'armée et le RCF ont recruté en masse ces derniers mois. L'heure n'est pas à la désescalade. L'avenir du pays, 4 ans après la chute d'Omar el-Béchir, est entre les mains des généraux plongeant les Soudans dans l'inconnu. Les grands perdants de cette rivalité sont une fois de plus les civils, dont l'accord politique censé leur rendre le pouvoir a été de nouveau suspendu. Retenons que les bilans provisoires est de 3 civils tués, dont 2 à Khartoum, lors des combats, selon une source médicale. Le rappel des titres à présent.
Crise au sein des institutions provinciales du Sud Kivu. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur s'impose. Peter Kazadi a suspendu vendredi les activités de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale s'était divisée en deux tendances lors de la récente séance plénière avec des communiqués et des décisions opposées. Et à Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mouteba a revu à la hausse le bilan de l'attaque de Kilobé sans tomber dans la polémique. L'archevêque de Lubumbashi a prié pour les âmes des 45 jeunes de l'UNAFEC décédés dans des circonstances non encore élucidées. Et au Soudan, au Khartoum, encore sous des crépitements des balles, des combats ont lieu dans des sites stratégiques et opposent l'armée régulière du général Al-Bourhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamda Dagolo, dit Emeti. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie, madame, monsieur. L'actualité reste en continu. Communiqué nécrologique. Le président national de la COPOP UDPS, Maître Passi Mbayo, a la profonde douleur d'annoncer aux parents, amis et connaissances, aux membres et militants de l'UDPS le décès de sa mère, maman Justine, survenu le vendredi 14 avril 2023 des suites d'une courte maladie. Le recueillement est organisé à Lubumbashi 6, avenue Nyota 13, en face de l'hôtel Guest House Nyota, au quartier Golf dans la commune de Lubumbashi. Le programme des obsèques vous sera communiqué dans les heures qui suivent.